Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on va vous parler d'être heureux. Mais du coup, avant de débuter l'épisode, comme à chaque fois, on va faire une petite parenthèse pour vous remercier. Merci de continuer de nous envoyer des messages, merci de nous suivre, merci d'avoir été vachement réactif par rapport au dernier épisode, parce qu'on a reçu beaucoup de messages. Et d'ailleurs, on tenait aussi peut-être à désamorcer un truc, c'est que certaines personnes ont mal interprété, et aussi parce que c'était mal interprétable ce qu'on pouvait dire. On ne juge pas le physique des gens, on dit ce qu'on pense nous, on n'a aucune prétention à vouloir imposer un quelconque modèle de quoi que ce soit, on n'est personne pour le dire. En fait, on a juste envie de parler de nous, et quand on avait parlé du physique des autres, et du fait que certains physiques nous attiraient et d'autres moins, ou peut-être certains comportements nous attiraient, d'autres moins. Certains ont mal réagi, parce que peut-être que vous vous reconnaissez dans le physique qu'on a décrit et qu'on aime moins. Sachez qu'on ne vous vise pas, c'est juste on parle de nous. On sait très bien qu'il y a des gens à qui ça plaît, d'autres à qui ça plaît pas, et nous, en l'occurrence, certaines choses nous plaisent moins, et du coup on en a parlé. On n'est absolument pas des modèles, on est juste des exemples de choses qui peuvent exister, et on n'est pas des gourous, on ne demande à personne de nous suivre, et à la limite tant mieux que ça fasse réagir, parce que c'est ce qu'on essaie de générer aussi, de créer une sorte de débat, de conversation, ou quelque chose, une argumentation avec vous, et du coup merci à ces personnes qui ont commenté, qui nous ont envoyé des messages, parce que j'ai l'impression que c'était beaucoup plus bienveillant que méchant ce qu'on nous a envoyé, c'est-à-dire que c'était plus dans un souci pour nous, en nous disant de faire attention par rapport aux oreilles sensibles qui pourraient nous écouter et mal le prendre. Donc du coup, merci à toutes ces personnes qui nous ont envoyé un message pour nous dire de faire attention, pour nous prévenir. À l'avenir, on va le faire, mais on tient quand même à préciser encore une fois que on est personne. On est juste des gens qui avons envie de s'exprimer parce que potentiellement, on pourrait passer par les mêmes questions, par les mêmes sujets, par la même vie, en fait, que certains autres qui nous écoutent, et c'est ça qu'on essaie d'exprimer dans le podcast. Mais du coup, merci encore de nous écouter, de partager, d'avoir vu des stories, de liker, continuez de le faire, ça nous aide énormément. Et je crois que si t'as envie de continuer la parenthèse, je te laisse, sinon je te laisse introduire le sujet. Franchement, t'as très bien fait ça, comme d'habitude. Mais je pense que c'était important qu'on fasse ce petit rappel, parce qu'on s'est senti un peu mal à l'aise vis-à-vis de ces commentaires-là. Mais en tout cas, merci à tous. Pour embrayer après cette parenthèse, c'est moi qui ai voulu amener le sujet être heureux sur la table, même si ça fait un peu, encore une fois, un sujet très général, très compliqué à aborder. On a parlé avec Sam avant l'épisode, plus que d'habitude. Je pense qu'on avait besoin sur un sujet aussi vaste d'y réfléchir à deux sur comment on voulait aborder les choses et déjà avoir une première vision de ce que pense l'autre du sujet. Et je pense que ça va nous aider dans cet épisode. Pourquoi j'ai voulu amener ce sujet sur la table? Tout simplement parce que c'est une question que je me pose assez régulièrement depuis Sam et Romain, depuis Viens on en discute, parce que dans ma vie s'est passé plein de choses. Je pense que j'ai quand même grandi sur plusieurs sujets et aspects de ma vie qui ont un impact dans mon équilibre être heureux, mais on y reviendra après. Et je trouvais ça assez intéressant, et en plus j'ai vu un pote ce week-end que j'avais pas vu depuis très longtemps, et on a parlé de ça, et... Il a fait des grosses soirées en Belgique. Non, c'était cool, ouais. Mais bref, c'est pas le sujet, mes voyages, c'est pas le moment. Mais j'ai envie de te poser peut-être une question, Sam, pour... Est-ce que t'es heureux? Est-ce que t'es heureux? Est-ce que globalement, tu pourrais donner une définition d'être heureux? Ouais. Alors en fait, moi, tu vois, la première question que je me suis posée quand on écrivait le fil rouge, c'est plus, est-ce que t'es heureux? Non, pas forcément. Est-ce que t'es malheureux? Non plus. Tu vois. Et du coup, j'aimais bien déjà l'idée de dire que c'est pas parce que t'étais pas heureux que t'étais forcément malheureux. Et à l'inverse, c'est pas parce que t'es pas malheureux que forcément t'es heureux. Et alors est-ce que je suis heureux? À la base, voilà, j'aurais répondu non. Mais puis en ayant fait le fil rouge avec toi, je me rends compte que ouais, je pense que ça va. Déjà, j'ai arrêté la fac et tout, bon ça je l'avais déjà dit. Du coup, je me suis libéré d'une pression, moi, un truc qui me faisait chier, et je crois que ça a contribué à me rendre plus heureux. J'ai rencontré quelqu'un qui participe aussi à ça, alors sans forcément que la relation elle soit hyper machin et tout, c'est un truc nouveau pour moi, et ça me rend heureux. Mais d'une façon générale, c'est oui, je suis heureux, mais je suis pas encore là où je voudrais. Il y a plein de choses que j'ai encore envie de faire. En fait, je suis heureux d'avoir le sentiment d'être bien accompagné pour aller là vers où j'ai envie d'aller. Au tout début, t'as dit quelque chose, le fait que j'aurais répondu non, mais en fait, finalement, je suis pas globalement malheureux ni globalement heureux. Et c'est quelque chose qu'on s'est dit pendant qu'on écrivait le fil rouge. C'est ce sentiment d'équilibre. Pendant très longtemps, et je pense qu'on va en parler après dans notre construction de notre vision de si on était heureux ou pas, on avait toujours ce truc de jauge qui doit être rempli à max pour être heureux. Et c'est le terme que tu as utilisé, je le trouvais très vrai. Et l'idée qu'on s'est dit, et que ça m'a directement envoyé, c'est plutôt cet équilibre, cette idée d'équilibre. J'aimerais corriger la conversation. Moi, j'ai balancé l'idée de jauge max, c'est-à-dire que pendant un moment, je croyais que le bonheur, c'était genre être à 100% quelque part, et c'est Romain qui a précisé l'idée d'équilibre. Et moi, j'aimais bien cette image d'être sur un fil, en fait, d'être sur une balance. Et moi, dans le podcast, dans la vision que j'ai de cet épisode, c'est plutôt d'amener le fil justement de la jauge vers la balance. En tout cas, chez moi, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se produire. Je pense que ça a un rapport avec plein de choses que j'ai dites dans le podcast, et aussi des choses qui se passent dans ma vie extérieure que je partage pas forcément avec vous. Désolé. Puis j'ai quand même globalement l'impression que si on se pose
tous des questions, ça joue forcément sur notre balance bonheur-malheur, on va dire. Même si c'est pas vraiment comme ça qu'il faudrait déterminer cette balance-là, je pense. Il n'y a pas d'un côté malheur et d'un côté bonheur, il n'y a pas bien et mal, tu vois, c'est plus dissous que ça, quoi. Ça reste une question de perspective et tout et tout. C'est vrai, c'est une façon de voir les choses. Moi, si j'avais bien aimé ta notion d'équilibre, sur le côté, c'est très facile de tomber dans l'un et de tomber dans... Enfin, c'est pas très facile de tomber dans l'un et de tomber dans l'autre en réalité, mais en fait c'est ça, c'est juste, j'aime bien cette notion de funambule en fait, de me voir en train de marcher sur un fil, d'être plus ou moins à l'aise sur le fil, mais de voir que ça tangue en fait, c'est-à-dire qu'il faut faire attention où tu mets les pieds pour continuer de pouvoir marcher sur ce fil, et c'est vrai que c'est facile de se casser la gueule, et après ça dépend de comment tu considères la chute quoi, c'est-à-dire est-ce que c'est une chute, est-ce que le vide il est si mal que ça ou pas, je sais pas. Après je pense que quand tu chutes, et quand t'es dans une période de ta vie qui est pas folle, que ce soit dans un mood, professionnellement, quelque chose que tu considères comme mauvais, je pense que ça reste toujours quelque chose de passager, alors plus ou moins long, plus ou moins compliqué, mais à la fin, ça sera mieux, quoi. Ça peut aller que mieux. J'ai du mal à me dire que tout est noir toujours, tu vois. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très facile de ne voir que l'un ou que l'autre. Ouais. Donc quand t'es dans un pan de ta vie où justement t'es plutôt triste, tu vas pas te dire allez c'est une passe. Moi je sais que j'avais tendance à me dire tu sais ça va fluctuer à l'infini quoi. Mais alors qu'en fait c'est pas du tout réel parce que t'évolues malgré tout, tu vas surmonter ces obstacles et après cet obstacle t'auras peut-être c'est un peu comme quand tu montes une montagne, tu vois, quand c'est peut-être dur, t'es dans la forêt, il fait sombre, il fait froid parce que c'est le matin et puis t'arrives au zénith et t'as une bête de vue, il fait chaud et t'es bien quoi. Moi je vois ça comme un escalier, en fait un escalier faut le monter et tout. Chaque marche on va dire elle est plus ou moins dure, on va dire qu'au début c'est un peu moins chiant qu'à la fin quoi, parce qu'à la fin t'es fatigué. Mais ce qu'il faut retenir aussi surtout c'est qu'à chaque fois que tu mets le pied sur une nouvelle marche, tu te stabilises, tu vois, genre t'es plus en mouvement, tu peux t'arrêter, et du coup tu peux profiter de la vue, tu peux regarder ce qu'il y a derrière toi et tout. Mais ça t'empêche pas de devoir continuer de monter. Mais ça veut pas forcément dire que t'es obligé de monter en regardant que les marches et de t'arrêter et puis voilà j'ai juste à monter cet escalier et à un moment tu vas arriver en haut. En fait non, il y a jamais vraiment un moment où t'arrives en haut. Le bonheur pour moi c'est plutôt de continuer à escalader ces marches et s'arrêter de temps en temps, contempler ça et se rendre compte aussi que c'est ça ta vie, c'est qu'il y a rien qui va changer. C'était dans le mythe de Sisyphe ça, un peu, c'est de Camus. D'ailleurs j'invite tout le monde à lire ce livre, mais en gros à un moment Sisyphe il se rend compte que son destin ça va être juste de pousser une pierre etc, mais il aime ça en fait, il apprécie tout cet environnement parce que c'est un endroit qu'il contrôle, c'est-à-dire que là il est le maître de son destin puisqu'il sait en fait à quoi ça va ressembler tous les jours, et ça va être pousser la pierre, la voir redescendre, continuer de pousser la pierre. Il faudrait que tu lises ce livre pour me comprendre, mais ou juste que t'entendes parler de l'histoire, mais en gros c'est ça. Je pense que le bonheur il s'atteint aussi quand tu comprends que il s'atteindra jamais au max, tu sais, genre en mode il y aura jamais un moment où tu vas atteindre le paroxysme du bonheur, mais que c'est juste un escalier, en fait un truc que tu grimpes tous les jours, tout le temps. Ce que tu viens de dire, le bonheur tu n'auras jamais assez, tu vois, il y a un peu toujours ce truc, il y a toujours une marche au-dessus en fait. Ouais, exactement. J'ai lu une phrase très vraie qui était pas forcément en rapport avec le bonheur, mais qui m'a fait tilt, c'est de me dire qu'on a toujours tendance à vouloir plus d'argent, plus d'amour, bref, toujours plus. Et je pense qu'il y a aussi des choses que tu as envie d'avoir en moins, des fois. Moi, je disais ça par rapport à la première phase qu'on voulait développer. Pour nous, être heureux, c'était avoir de l'argent, mais on y viendra juste après. Ouais. Il y a aussi ce truc de se dire, pour moi, mon ego m'amènera pas plus haut, en fait. Moi, ça me suffit, tu vois. Il y a des gens, je pense, dans la vie, qui n'ont pas forcément du tout toujours plus, mais par contre qui sont bien plus heureux que d'autres. Et dans le livre que je lisais, c'était un mec qui disait moi toute ma vie j'ai voulu devenir sélectionneur de titres. C'était un livre sur l'économie, on va dire. En gros tu t'achètes des titres de société pour les revendre, en gros tu fais de l'argent comme ça. J'étais en mode là le mec il écrit des titres de chansons, juste ça. Non, en gros c'est tu sélectionnes je sais pas une action Airbus et tu te dis je vais la revendre dans tant de temps à tel horizon et je vais faire de l'argent dessus. Et donc il a fait des grosses études pour ça, et quand il est arrivé en stage, le mec disait, en fait je me suis rendu compte que je faisais 90 heures par semaine, que t'avais pas de vie et que moi j'étais juste malheureux alors que pourtant le domaine me plaisait. Et ça me rappelle un peu ce truc de toujours en vouloir plus, en faire plus, toujours avoir plus d'ambition, plus d'argent, ça ne t'amènera pas forcément au bonheur parce que il faut que tu trouves ton assez en fait. J'en ai assez pour moi. Ta zone de confort. Alors forcément on a tous des besoins on va dire vitaux. Je dis ça parce que j'ai envie d'amener le sujet un peu sur notre première partie qui était un peu liée à l'argent. On a tous des besoins vitaux, mais après à quel moment t'en as assez pour être heureux on va dire. Parce que pour moi, même si on va développer que c'est pas forcément le cas, il y a quand même une zone de confort à avoir avec l'argent. Parce que quand t'en as pas assez, c'est la galère, c'est compliqué. Quand t'en as trop, au bout d'un moment il te sert plus à rien à part à flatter ton ego et certainement essayer d'impressionner les autres, mais du coup ça flatte aussi ton ego. Moi je sais que quand j'avais 17, 18, 19 ans, je disais toujours moi je serais ingénieur, je gagnerais tant et ça sera très bien. Mais en fait ça solutionne aucunement la question de je suis heureux ou pas. Juste c'est un petit confort je pense nécessaire. Moi je te rejoins vachement dessus sur l'argent, parce que je sais que moi la première étape, quand j'étais plus jeune, les trucs que je me disais pour être heureux, en fait de toute façon je me suis toujours vu riche, genre depuis que je suis petit je me vois riche, mais genre riche sa mère, tu vois, pas riche, riche.
pas un plus 10, moi je vais être un plus 40. Le truc c'est que bon, évidemment cette réflexion elle évolue et tout avec le temps, et bah, j'avais vu une vidéo, je crois que c'était passé sur Insta ou un truc comme ça, c'était une nana, une vieille mamie qui disait tu peux acheter des plaisirs mais tu peux pas acheter le bonheur, tu peux acheter des médicaments, tu peux pas acheter la santé, tu peux acheter une maison mais tu peux pas acheter un foyer. Et en fait c'est de là où j'ai commencé à me rendre compte du truc dont on a parlé tout à l'heure, à savoir que l'argent c'était une possibilité, ça te donne la possibilité de. Le truc c'est qu'une fois que t'as la possibilité, au moins tu peux te poser la question de vraiment est-ce que je le veux. Je me suis rendu compte trop de fois qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais parce que soit je pouvais à peine les avoir, soit je ne pouvais pas encore les avoir et du coup j'allais travailler un peu comme un but pour me les obtenir. Mais le truc c'est qu'une fois que je les avais obtenus, tout redescend d'un coup. C'est-à-dire c'est comme quand t'as le nouvel iPhone, t'es content pendant 2 jours et après bah c'est devenu ton téléphone normal. Après il fait des flips vers ton lit. Exactement, après tu le lances. Et ton nouvel iPhone, ton nouvel ordi, plein de trucs en fait que tu peux désirer pendant longtemps et une fois que tu les as entre les mains, la magie elle s'évapore un peu, elle dure un temps et elle s'évapore. Bah en fait c'est ça tout le temps. Et du coup l'argent, je le voyais comme un truc qui me disait, une fois que j'en aurai beaucoup, et que du coup j'aurai la possibilité de tout avoir, je pourrai choisir ce que je veux réellement, me poser réellement la question, sans justement me dire bah c'est pas une question d'ego si je le veux, c'est-à-dire que c'est pas parce que tout le monde l'a que je le veux, c'est juste bah, parce que moi je le veux. Et je sais qu'il y a des objets ou des choses qu'on achète, qu'on s'offre, c'est des marqueurs sociaux, c'est des biens de position sociale. C'est-à-dire que quand t'as une montre à 10 000 euros sur le poignet, en soi concrètement avoir une montre à 10 000 balles sur le poignet ça te sert à rien, si tu veux. Tu fais exactement la même chose avec une montre normale. En réalité, ce genre de truc, ça te permet aussi de montrer aux autres, entre guillemets, qui tu es. Et ce que tu peux faire. Les possibilités que t'as. Ça, c'est parce que les gens, ils regardent des autres, se positionnent que sur ce qu'ils voient. T'as peut-être un mec qui a une montre à 10 points, c'est une fausse. Aujourd'hui, il y a plus de fausses que de vraies sur le marché, par exemple. Ça donne une espèce de statut social, mais s'il faut le mec, il a la rue, tu vois, à côté. Il paye pas ses échéances de crédit. Pour moi, t'as ce côté être riche, bien gagner sa vie, et être fortuné, en gros que toutes tes économies, tes investissements te permettent de retirer un niveau social sans travailler en fait. Pour moi, quelqu'un qui est juste riche, donc il gagne bien sa vie mais qui claque tout, ce mec il est pas riche parce qu'il est pas libre. Et pour moi l'argent ça t'achète une sorte de, j'allais dire liberté, mais c'est plutôt comme t'as dit tout à l'heure, la possibilité de choisir. Demain, je sais pas, tu gagnes 5000 par mois, imaginons, mais tu claques tout. Ton patron te casse les couilles tous les jours, si t'as pas d'argent de côté, tu peux pas avoir 3-4 jours sans travailler, bah tu vas toujours être dans la position de j'accepte et là je subis ma vie entre guillemets. Alors que bah je sais pas, t'as économisé pendant toute ta phase de travail au mieux de claquer tes sous, bah le patron il te casse les couilles, tu fais bah écoute, moi je me tire en fait parce que je peux voir 3-4 mois devant moi sans être vraiment à court, et donc ça t'offre l'option, tu vois. Et moi j'ai donné l'exemple du travail parce que c'est vraiment quelque chose de, je pense, très courant, tu vois, des gens qui vont au travail, qui aiment pas ce qu'ils font ou qui sont avec des gens qui leur cassent la tête, bref. C'est pas là où j'avais envie d'amener le sujet, mais c'était juste pour dire que pendant très longtemps, j'ai vu ça par l'argent et je me disais ça va être le seul facteur de mon bonheur. Et du coup, je rentrais totalement dans la jauge. Max d'argent, ma jauge à fond. J'étais pareil que toi. Moi, je suis heureux. Sauf que avec le temps, il y a eu aussi une deuxième inconnue qui est entrée dans l'équation, ça a été l'amour. Je me suis longtemps dit, il me faudra de l'argent et de l'amour pour être heureux. Alors justement, moi juste pour le côté argent, j'aimerais dire un truc que je voulais dire depuis tout à l'heure. C'est que pendant un moment, en fait, j'ai cru que l'argent, il me servirait à prouver des choses. Et que le fait de dire je peux, c'est le fait de prouver, en fait. C'est de prouver aux autres, au monde, en mode, je peux m'acheter une montre à 10 000 euros, je peux avoir une voiture très chère, je peux, regardez, je peux. Et au final, au bout d'un moment, je pense que quand t'as plein de fric, c'est un peu comme les milliardaires. T'as plus rien à prouver en fait. C'est bah voilà, tu l'as, tu te trimbales en t-shirt et jean, t'as un dressing où t'as 160 fois le même t-shirt et 160 fois le même jean, et puis t'es heureux. Et t'es l'homme le plus riche du monde. Ça m'a fait penser à un truc, ça fait un peu concours de grosses bites, on va dire. C'est exactement ça en vrai. Avec les personnes un peu plus âgées, souvent ça va être moi j'ai fait ça, moi j'ai, et puis t'as quelqu'un en face qui va réenchérir direct sans me poser de questions et il va dire ah ouais, moi j'ai fait ça, moi j'ai. Frère, moi je veux pas ça de ma vie. Mais je veux pas un concours de bites avec mes amis. Les concours de bites permanents là, c'est relou. Non, mais ce truc c'était vraiment, pour moi c'est juste, il y a pas d'équilibre chez eux, c'est une jauge. Et on évolue aussi malgré nous, ou peut-être pas forcément malgré nous d'ailleurs, mais dans des cercles sociaux où la fac de droit, enfin on va pas se mentir, il y a de l'argent. Disons qu'il y a un aspect bourgeois quoi. Il y a un aspect bourgeois, il y a un aspect... Il y a pas que ça du tout, hein, évidemment. Ça reste quand même une sorte de gros mélange, hein, cosmopolite, la fac de droit, il y a de tout. Mais du coup, moi je sais que pendant longtemps, j'ai eu du mal à me sortir de ce truc, ok, c'est l'argent qui va acheter mon bonheur. Et en fait, pas du tout les gars, pas du tout, comme il disait Sam, hein, vous pouvez acheter du sexe, du plaisir, mais pas l'amour, c'est totalement des choses totalement décorrélées. Après, je pense qu'il y a des gens, ils sont contente parce qu'ils se posent pas les bonnes questions. Après, peut-être que se poser trop de questions, c'est risque d'être toujours malheureux aussi. Hein. Après, dans ce truc de être heureux, c'est ce que j'ai essayé de dire au tout début du podcast, c'est que je suis en train de me rendre compte, moi, à titre personnel, j'ai l'impression de me dire qu'en fait, c'est plutôt
j'ai assez pour faire ce que j'ai envie de ma vie, mais j'ai pas envie de me courir après ça, quoi. Bien sûr que oui, si demain j'ai des opportunités, je courirai après ça parce que ça t'offre quand même le choix, comme je disais tout à l'heure. Mais je me dis plus, c'est le seul facteur. J'ai développé un peu tout à l'heure, il y a aussi le facteur amour, là, foyer. ouais. Après, à ce moment-là de ma vie, c'est là où j'étais dans une relation, la relation dont j'ai parlé plusieurs fois dans le podcast. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait, au-delà de me dire je vais bien gagner ma vie et que j'aurai pas de soucis, il y avait ce truc de je veux quelqu'un avec moi pour partager ma vie. Et ça a été super dur de me rendre compte qu'il y avait beaucoup d'autres équations dans ma balance du bonheur que ces deux-là. Et c'est ce que j'ai le plus développé dans le podcast, je pense. Et maintenant que j'ai décroché un peu ce truc amour, alors je pense vraiment que dans ma balance à moi, il faudrait que j'ai quelqu'un dans ma vie. Mais pas pour avoir quelqu'un parce qu'il faut avoir quelqu'un et parce que c'est comme ça que ça va se faire. C'est plutôt en mode j'ai envie de vivre ma vie avec quelqu'un, mais vraiment et intensément. Enfin, on est jeune, hein, je pense que tout le monde le voit comme ça quand on a 23 ans. Après, les choses font que souvent on se trompe malheureusement dans ce domaine-là. Mais je sais pas toi ton rapport à cette idée-là de l'amour dans ta balance, mais moi j'ai l'impression qu'elle a quand même un peu de poids. Enfin, moi c'était la deuxième étape de mon fil rouge. C'est-à-dire que d'abord j'ai pensé par l'argent pour atteindre le bonheur, pour être heureux, je sais pas. D'abord j'ai pensé par l'argent, à savoir faut que je gagne du fric pour être heureux. D'un moment je me suis rendu compte que c'est pas le fric qui allait me rendre heureux, le fric ça allait me donner la possibilité de faire plein de trucs, mais qu'après, même si j'avais du fric en fait, je me suis dit ok bon, mais maintenant demain t'es milliardaire, tu fais quoi? Ok, j'espère déjà tu me mets bien. Ouais, mais bien sûr, ça évidemment. Mais non, mais tu vas t'acheter une maison, ok, bon, tu vas faire le tour du monde. En fait, à chaque fois, quand je m'imagine riche, je m'imagine jamais avoir un kiff qui dure plus de 3 ou 4 ans, tu vois. Que je me dis, bon, tu vas faire le tour du monde, tu vas dormir dans de beaux endroits, tu vas peut-être coucher avec de jolies filles, tu vas peut-être rencontrer du beau monde, tu vas peut-être aller à des soirées auxquelles tu serais jamais rentré plus tôt. En fait, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de choses qui induisent du plaisir, mais pas beaucoup de choses qui induisent du bonheur. Genre un bonheur qui se pérennise. Alors du coup, ok, je vais peut-être m'acheter quelques biens, des maisons, des trucs, pour pérenniser entre guillemets ma fortune, mais je suis déjà riche. Donc du coup, dans tous les cas, au final, je vais juste rajouter de l'argent à la caisse sans forcément en perdre en fait. Donc je vais juste créer une balance. Mais je suis pas heureux dans tout ça. Je suis juste dépensier. Mais c'est pas heureux. C'est juste, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je le dépense, ça me fait plaisir, mais ça me rend pas heureux, tu vois le délire. Et le truc, c'est que je me vois toujours, au bout d'un moment, au bout de 4-5 ans, après avoir dépensé mon fric, avoir fait mes placements, fait mes soirées et fait mon tour du monde, je fais quoi? Ok, je me trouve une femme, je crée un foyer, une maison et tout, des enfants. Enfin, en fait, j'ai l'impression que ça me rend inintéressant, le fait d'avoir du fric. C'est comme si ça m'empêchait, si j'avais maintenant du fric du jour au lendemain comme ça, c'est comme si ça m'empêchait de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que dans tous les cas, j'aurais la satisfaction que le goal, il est déjà atteint, quoi. J'ai déjà du fric. En fait, ça a été comme ça quand j'étais petit. Quand j'étais au lycée, je voulais grave du fric. Après, j'ai compris que, en fait, non, ce que je voulais, c'était une meuf. Parce que je voulais être heureux avec une fille, parce que je comprenais que les filles, ça me donnait envie de faire des choses et tout et tout. Et après, c'était apprendre à être seul. Parce que du coup, je me suis fâché avec l'idée de l'amour et tout, vu que je trouvais pas de meuf. Enfin, c'est pas que je trouvais pas, c'est plus elle me trouvait pas, ou on se trouvait pas, elle et moi. Et du coup, j'ai commencé à dire, nique sa mère, en fait, je vais juste être seul, puis ça ira très bien, on verra. En fait, non, j'ai pas dit nique sa mère. J'ai boudé la vie. Comme la vie me donnait pas ce que je voulais, j'ai dit, ah ouais, t'es comme ça la vie, je m'en bats les couilles. Moi, maintenant, je vais rester tout seul et je vous baisse tous. Sauf qu'en vrai, c'est pas forcément la réaction ni la plus mature, ni la plus maligne à avoir, mais ça m'a fait rentrer dans cette étape de je me suis isolé d'abord, mais après j'ai aimé être seul, et là je regrette pas du tout en fait toutes ces étapes, parce que je me rends compte que quand je suis bien dans mon appart et que entre guillemets ma copine et moi on s'appelle pas ou on se donne pas de nouvelles, entre guillemets. Voilà. Il a dit entre guillemets. Ta gueule. Ça me manque pas, enfin, c'est pas que ça me manque pas, c'est juste que je suis bien dans ma tête, je suis bien seul déjà à la base. Mais ça, tu vois, ce sentiment de bien-être avec ça, je vais parler de moi, je suis désolé, mais... Complet, non mais c'est pour que tu parles de toi, de toute façon. Mon fil, ça a été, après cette grosse histoire, blablabla, relation toxique. J'avais toujours cette impression de pas pouvoir avancer. Et surtout dans cet aspect-là de aimer être seul, commencer à me débloquer dans d'autres aspects de ma vie. Et ce que je disais dans le dernier épisode, il me semble, oui, dans l'amour, c'est que pour la première fois de ma vie, cette image-là s'est cassée avec cette personne. Et je me suis senti instantanément libéré, et notamment avec cette idée d'aimer être seul. J'avais tellement idolâtré quelqu'un que... Une fois, je me suis dit, mais en fait, mec, t'as roulé à côté de la plaque. Tous ces moments que t'as détestés parce qu'elle était pas là, ou tu te sentais loin de ce que t'avais connu, c'était juste normal. Et c'était juste ton chemin et ta façon d'appréhender être seul. Et là, je commence vraiment pour la première fois à apprécier ces moments d'être seul. Mais c'est aussi parce qu'il y a d'autres choses dans ma vie où je me posais beaucoup de freins qui, j'ai l'impression, sont en train de sauter. Que ma balance... Elle est passée de... J'ai l'impression que j'étais beaucoup dans le malheur, dans la tristesse et peu dans le bonheur. Elle est en train de se rééquilibrer fortement. Alors même si ma vie d'aspect extérieur, elle n'a pas forcément bougé, j'ai envie de dire. Tu me vois, Romain, c'est toujours le même, il est célibataire, il fait toujours ses soirées, il fait son podcast, blablabla. Putain, dans ma tête, en ce moment, c'est le renouveau. Et pourtant, j'ai l'impression que je tire plus la gueule qu'avant. Mais le truc, c'est que qu'est-ce qui a fait créer ce renouveau? Pour moi, ça a été le combo, l'image qui se casse, plus le fait que je suis pratiquement sûr que je vais partir à l'étranger.
Et enfin d'avoir ce poids de me dire, ok, tu t'es longtemps posé la question de comment t'allais faire, ou voir te dire que c'était impossible, et là te dire, ok, tu vas juste le faire et tu verras bien si ça va passer ou comment tu vas le vivre. Et ça, plus le fait d'avoir enfin lâché ce boulet, incroyable. J'arrive pas à mettre des mots parce que comme je disais à Sam tout à l'heure, c'est très récent. Peut-être que je m'emballe dans ce que je dis et finalement dans 4 épisodes je reviendrai sur ce que j'ai dit. Mais vraiment ça fait des années que j'attendais d'avoir ce sentiment-là de... Ok, t'es pas totalement heureux, mais en fait c'est normal parce que t'es pas une jauge. En fait voilà, quand j'étais tout seul, dans ma tête j'étais putain t'es tout seul, ma jauge elle était pas là. Et c'est maintenant que ce truc est cassé que je passe à la balance. Et putain ça fait du bien et de le mettre dans la tête en fait. Parce que quand tu vas pas bien, tu dis tout le temps ah je vais pas bien. Tu t'en parles à tes potes, tu dis ah là j'ai passé une sale période, blablabla. Et du coup tu restes dans un mood très négatif. Ouais. Et là de te dire dans ta tête ok c'est cassé, de ressentir quelque chose, de te dire attends putain c'est bizarre, c'est peut-être enfin ce truc lâché. Et puis 3 jours après tu te dis ah en fait c'est peut-être ça a peut-être lâché. Et en fait tu reviens sur des termes hyper positifs et dans tes pensées. Et d'un coup putain ta balance elle se rééquilibre. Mais en fait c'est hyper mental parce que quand tu vas pas bien, tout le monde te dit ah putain ça va pas, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Ou t'as des discussions avec des gens, des proches justement où tu dis que ça va pas. Ouais. Donc tu restes vraiment dans cet engrenage de ça va pas. Et c'est ce que je me suis aussi rendu compte tout à l'heure, c'est ce que je disais, c'est que chaque période qui est pas top finira par être une bonne période pour toi. Donc même si ça prend plus ou moins de temps, ce mécanique de se dire d'arrêter d'être négatif et de revoir par le positif, ça aide je trouve à faire pencher la balance pas du bon côté mais à l'équilibre. Ouais, justement pour compléter ce que tu dis, c'est lui qui m'a dit ça tout à l'heure parce que j'ai trouvé que l'image était bien. Une journée commence pas forcément par le lever du soleil, elle commence par la nuit. C'est ce que tu m'avais dit là. Moi je trouve ça hyper logique en fait quand tu l'as dit. C'est que moi qui l'ai dit, oui tu l'as repris de quelqu'un d'autre. Mais je trouve ça hyper logique cette façon de voir la chose, dans le sens où c'est obligé que dans ta quête du bonheur, ou dans ta quête d'être heureux, ou juste dans ta quête de la vie de tous les jours, il n'y a pas de lumière tout le temps, il n'y a pas de l'obscurité tout le temps. Et en fait, ce qui est cool avec la nuit et en même temps avec le jour, c'est de se dire qu'elle se termine. Et que ça se complète surtout. Ouais, en plus, c'est ça, c'est que c'est forcément les deux faces d'une même pièce, et que l'un n'existe pas sans l'autre, et etc., etc. Et du coup, quand tu y réfléchis, c'est impossible d'être tout le temps en équilibre, de garder l'équilibre tout le temps. Mais à côté de ça, c'est impossible de ne pas arriver à se relever à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu fais l'effort, si t'as envie d'essayer, si tu te complais pas justement dans ce que tu disais là, tu sais, genre en mode tous les jours tu te répètes la même chose et tout, il y a un moment tu vas remonter sur le fil, genre c'est obligé, le jour il revient. Faut juste arriver à se dire que ça va finir par aller. Ouais, ça va aller. Après c'est sûr qu'il y a des périodes, il y a des gens qui vont traverser des trucs très très dur, ça va durer très très longtemps et là on peut pas trop comparer avec nous qui ont peut-être eu des phases plus courtes, mais que ta phase qui va pas bien soit courte, longue, moyenne, enfin tout finit par passer. Alors bien sûr on n'a pas tout vécu et quand on dit ça de nos 23 ans, on a regardé les gars... Moi je reste quand même assez convaincu même de ça. Oui, mais je comprendrais que des gens l'interprètent mal, ou pas comme on essaie de l'interpréter en tout cas. Complètement. En fait, je suis curieux. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu quelque chose il y a très longtemps, très longtemps, pas forcément quelque chose de récent, parce que récent c'est toujours t'es à vif, forcément la réponse à cette question elle va être évidente, mais du coup, est-ce que des personnes qui ont vécu quelque chose de très triste ou de très dur il y a très longtemps, aujourd'hui, sans dire que ça n'est plus triste ou ça n'est plus dur, ont appris à vivre avec, et c'est quelque chose qui ne les perturbe plus, on va dire, qui ne leur empêche plus forcément d'avancer. C'est un poids qu'ils traînent, mais ils se sont assez musclés pour le faire avancer comme s'il marchait normalement, on va dire. Je pense qu'on finit par s'habituer à tout, mais il y a quand même des choses, je pense malgré tout, qui te marque plus ou moins profondément, tu vois. Tu dis à quelqu'un qui a fait la Première Guerre mondiale, est-ce que 40 ans après, il était toujours marqué par ce qu'il a vécu? Je pense qu'il va te dire oui, tu vois. Enfin, il y aura même pas de questions à poser, en fait. Je me rappelle que mon grand-père, il avait reçu une lettre comme quoi, en fait, un de ses frères qui était mort à la guerre et tout, tu sais, des fois, t'avais des soldats inconnus, des trucs comme ça et tout, et il y avait une liste qui était sortie, ils avaient réussi à identifier certaines personnes, et il y avait le frère de mon grand-père, et je me souviens quand il avait reçu la lettre, qui lui disait que, donc, du coup, il y avait un de ses frères qui était enterré à tel endroit et tout, il a pleuré. Alors que ça faisait, il avait 80 ans, quoi. Donc, du coup, et la guerre, c'était là, on parle de la Seconde Guerre mondiale, du coup, il avait vécu, c'était il y a 60 ans, quoi. Donc, du coup, est-ce que ma question de tout à l'heure, elle était pas un peu nulle? Je sais pas, on verra, je laisse quand même les gens me répondre. Mais du coup, c'était surtout pour dire que moi, cette idée du bonheur, elle était passée par 3 étapes. Pour l'instant, elle s'est arrêtée à la 3e étape. Ça a été d'abord l'argent, ensuite les meufs, et ensuite apprendre à être seul. Et puis, avec le recul, moi, je croyais que l'argent, d'abord, ça allait être un truc qui allait faire démarrer mon bonheur, genre en mode... Qui allait attirer le reste. Voilà, qui allait attirer le reste. Genre à la fois apprendre aimer être seul, à la fois les meufs, en fait le bonheur qui allait attirer le bonheur. Quand je fréquentais des filles, je pense c'était parce que je pensais que les filles justement allaient m'amener le reste aussi, allaient m'amener l'argent, allaient m'amener le fait d'aimer être seul, tout ça. Et en fait, c'est quand j'ai appris à aimer être seul que j'ai compris que c'était ça qui allait m'amener vers tout le reste. C'est-à-dire que d'abord, apprendre à te sentir bien avec toi-même, à te dire que même quand les gens, tout le monde autour de toi ne fait pas la même chose que toi, c'est peut-être toi qui as raison quand même, qui a raison pour toi. C'est-à-dire que par exemple, quand j'étais solo, je voyais que tout le monde avait sa vie à l'extérieur, etc. Et moi j'étais là en mode, est-ce que je fais les bons choix, tout simplement?
Et est-ce que le fait de pas rechercher une relation ou de pas la trouver, c'était pas problématique pour toi? Que ce soit pour l'amour, mais même côté fric, côté études, côté tout ça, genre je me rendais compte qu'on n'est pas forcément les décisions les plus raisonnables. Mais j'avais l'impression que c'était les bonnes décisions pour moi. C'est-à-dire que c'était celles qui me mettaient mieux dans ma tête. En même temps, qu'est-ce qu'une décision raisonnable? Aux yeux de qui? Aux yeux de la société, aux yeux de tes parents, aux yeux de toi-même? Bah pour moi, terminer mon master, ça aurait été raisonnable. À tes yeux, à toi? Ouais, même pour moi. Dans le sens où c'est une situation qui est plus raisonnable. Oui, mais plus raisonnable, pourquoi? Parce que ça te donne un diplôme et que c'est vrai que un patron, il a plus l'habitude d'engager un mec qui a un master qu'un mec qui a une licence, que tout ça, que ça compte. Mais le truc, c'est que moi, je me suis dit, je m'en fous en fait. C'est pas que je m'en fous, c'est juste j'ai l'impression que je peux faire sans. Ou en tout cas que les endroits où j'ai envie d'exercer, je peux y arriver sans. De toute façon, c'est encore Romain les stats là, mais il me semble que la stat c'est 27%, donc un tiers des Américains titulaires d'une licence, enfin d'un master, l'équivalent d'un master, n'exercent pas dans le domaine dans lequel ils ont étudié. Mais j'aimerais bien savoir. Un tiers. Non, c'est un tiers qui exerce dans un domaine, donc en fait ça fait 2 tiers qui exercent pas dans le domaine. Alors je trouve ça énorme déjà comme stat, mais j'aimerais quand même savoir parmi ces 2 tiers qui n'exercent pas du coup dans le domaine qu'ils ont étudié, combien ont été pris parce qu'ils avaient un diplôme. Parce qu'ils avaient un diplôme. C'est sûr, il doit être assez élevé. J'imagine. Après, tu veux faire commercial, le seul truc qu'on va te demander c'est de la tchatch, tu vois, il va rien à foutre ce que t'aies fait. Après, c'est des trucs hyper techniques, hyper poussés, mais commercial en règle générale, voilà, bon, bref. Et je veux totalement être commercial. Ah, tu vois, moi qui fais un peu de commercial, c'est intéressant, mais bon, la relation aux gens est quand même assez compliquée. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi, et vu que je suis en train d'être commercial en ce moment, parce que je vends des fringues, quoi, ça reste un boulot commercial, j'adore ça. Oui, mais ça dépend de ce que tu engages. Tu vois, par exemple, toi, tu veux faire un métier où tu engages les gens sur 25 ans de leur vie, quoi. Là, tu leur vends un t-shirt, c'est quand même un peu différent le choix que tu fais. Totalement, t'as raison, mais la vente, c'est la même. Même si chaque vente est différente. Oui, totalement. Mais le processus de vendre est le même que tu vendes un stylo, un t-shirt ou une baraque, c'est la même chose. Mais c'est vrai, par rapport à ce que tu dis, que tu engages les gens sur 25 ans. Ils ont plus besoin de confiance, ils ont besoin de... derrière, j'ai une conscience, hein, c'est-à-dire que ce soit en vendant des t-shirts ou en vendant des baraques, je veux pas vendre pour vendre. Ça m'intéresse pas de vendre pour vendre. À Lacoste, apparemment, il laissait des mecs mal taillés repartir. Ouais, bon, à Lacoste, j'abusais un peu. Bah, à Lacoste, ils achetaient tout. Lacoste, c'est un peu différent. T'essayais de les convaincre et eux, ils étaient dans leur délire. Des fois, ils faisaient du XL, ils te demandaient du S. Et quand ils l'enfilaient, le truc, tu vois, t'étais obligé de leur dire que ça leur allait bien. Parce que eux, quand tu leur disais c'est peut-être un petit peu petit, ils disaient non, je mets du S. Bon, bah ok, ça te va bien le S. Alors, hein, franchement, t'aimes les porter comme ça, mazel. Il va craquer le bordel. Ouais, c'est ça. Bah, après, non, mais il y a des moments aussi où le client, tu vois, il sait ce qu'il veut et il veut un truc. Tu peux pas le convaincre. Et s'il est dans son délire et que il a envie de faire sa vente de cette manière, bah toi, au bout d'un moment, tu dis bon, bah, vas-y, ok. C'est pas, tu vas lui dire non, je refuse de te vendre ça alors que t'en as vraiment envie. Non, tu cèdes au client, mais non, mais après, je sais que pour le boulot de commercial que je veux faire, je serai pas un connard. Parce que ça me plaît, c'est un jeu qui me plaît. Et d'ailleurs, par exemple, par rapport à ce jeu, je sais que c'est un jeu pour lequel je vais devoir être hyper patient, mais j'ai confiance en moi, tu vois, genre je me dis putain, il y a moyen après, quand même de... C'est compliqué de... Je trouve ça avancer quand tu sais pas trop ce que c'est le quotidien, c'est pas faux. T'as quand même full paperasse, t'as quand même plein d'aspects du métier, mais bon, de toute façon, il y a toujours des contraintes. Ouais, exactement. Mais il faut juste aller choisir, choisir le bon métier qui a les bonnes contraintes pour soi ou pour le moment de sa vie où tu dois avoir ces contraintes-là et pas d'autres. Totalement. Et le truc vers lequel ça m'a amené, c'est que pour moi, donc d'abord, je devais apprendre à aimer être seul, et ensuite, en fait, le fait d'aimer être seul, ça allait me faire rentrer dans une sorte de phase où je suis bien avec moi-même, et le fait d'être bien avec moi-même, et ça allait faire venir le reste. Ça allait faire venir les meufs, ça allait faire venir l'argent, ça allait faire venir tous les trucs cool que je voulais. Ah mais c'est clair, parce que quand tu rencontres quelqu'un qui fait un taf qui lui plaît pas, forcément dans l'aspect être heureux quand on est humain, on a forcément ce côté travail, et c'est pour ça qu'on en a parlé quand même pas mal, je pense. Quand tu rencontres quelqu'un X qui déteste son taf, et qui du coup à chaque fois tu le vois va te parler de son taf, qu'il aime pas ça, il va faire que râler, il va râler après son patron, sa situation, etc. Déjà professionnellement tu peux te dire qu'il n'arrivera jamais à exceller, parce que pour réussir dans la vie professionnelle il faut que tu sois dans un domaine qui te plaise, à part dans des domaines très particuliers où tu gagnes beaucoup d'argent, dentiste, médecin et des trucs comme ça, forcément pas forcément besoin d'être exceptionnellement bon pour gagner bien correctement ta vie. Et en amour pareil, enfin je veux dire, moi demain je rencontre une fille, elle fait que se plaindre de sa vie, sa situation et tout, je pense pas que je vais accrocher, tu vois. Et donc forcément, par contre, tu rencontres quelqu'un qui, putain, il kiffe son travail, il kiffe sa vie, hyper motivant, t'as envie d'apprendre à connaître, à rester avec les personnes. En fait, kiffer son travail, je sais pas vraiment, mais kiffer sa vie, ouais. Ça mais fait ça plaisir. va avec. Je pense que malgré tout, ça va avec. Moi, j'ai déjà rencontré des gens, tu vois, qui étaient pas forcément heureux au travail, mais ils me donnaient pas forcément envie d'avoir leur taf, mais ils allaient bien. Tu sais, c'était comme ça, c'est pas quelque chose, c'était pas un caillou dans la chaussure, forcément, c'était pas un truc qui les faisait vraiment chier. C'était juste, ouais, j'aime pas mon taf, mais ça va, détente, je suis quand même payé tous les mois, je vais le faire, ça me dérange pas de le faire, bon ok ce collègue il me fait chier, bon ok mon patron il est relou et tout, j'en changerai peut-être un jour, mais pour l'instant ça me va. Il y a un côté, tant que t'es bien dans ta tête, le reste ça va. Alors c'est peut-être moi qui ai encore un peu ce truc dans ma tête. Non mais après c'est, ou peut-être toi juste qui est différent. Hein. Je suis différent.
Ouais. Vous aussi. En fait, moi j'ai l'impression que quand on imagine être heureux, le bonheur et tout, il y a vachement un côté, un rapport à l'enfance. C'est-à-dire que on imagine encore le bonheur comme on l'imaginait quand on était enfant. En mode, quand on était enfant, enfin moi en tout cas je sais que j'étais heureux quand j'étais enfant. Mais j'étais heureux parce que je m'en rendais pas compte sur le moment, mais parce qu'il y avait tellement de gens qui faisaient tellement de trucs pour moi. Et quand t'es enfant, t'as une vie de pacha un peu. Hein. Les gens ils te nourrissent. Putain, mais quand t'es enfant, tu te chies dessus, on nettoie. Quoi. C'est ouf, t'es un roi. Hein. Après, ça redevient quand t'es vieux, ça. Ouais. C'est moins cool. Mais t'imaginais comment le bonheur quand t'étais gosse, toi? C'était quoi ton bonheur en étant enfant? Putain, mec, le bonheur quand t'es enfant, c'est juste d'aller à l'école. Enfin, moi, c'était d'aller retrouver mes potes à l'école et de rentrer le soir et d'aller faire des cabanes dans les arbres et compagnie. Tu faisais ça? Bah oui, bien sûr. Trop stylé. Bah mec, j'ai grandi à la campagne. Moi. Mais moi aussi, tu vois, on avait essayé une fois en plus de faire... Enfin, on avait fait un vrai truc, hein, mais... Bah, non, moi, j'habitais vraiment à la campagne. Genre, après, ouais, toi, t'étais encore plus la campagne que moi. 400 habitants, des champs... Moi, j'habitais... Il y avait que des champs autour de chez moi et tout, donc il y a des forêts, des trucs, quoi. Plein de cabanes, du vélo, beaucoup de vélo, du VTT avec des potes. Genre, on allait à la rivière, on construisait des petits barrages avec des cailloux. Enfin, moi, c'était ça, le bonheur, c'était simple. Et en fait, t'arrives dans la vie d'adulte et putain, qu'est-ce que c'est compliqué. J'en parlais à la campagne il y a pas longtemps, avec... moi, j'ai ma bande que je venais plus au collège, et on se disait, putain, mais qu'est-ce qu'on donnerait pas pour revenir genre une semaine au collège. Genre mec, on faisait que rigoler tout le temps la classe, c'était le cirque. T'avais pas de soucis, ton seul problème c'était de rentrer, de faire un mode zombie sur B1. Putain, mec, maintenant tu rentres, t'es là, bon, vas-y, demain il faut que j'aille acheter ça, faut que je fasse mes courses, ma lessive, mon truc. Oh putain, t'as raison, c'était tellement bien quand le soir, en fait, après les cours, la seule sortie, c'était jusqu'à quel moment je vais aller ce soir. C'est juste, tu l'as dit, il y avait tellement de gens qui faisaient des choses pour toi. Tes parents, ils travaillaient, du coup, ils payaient toutes les factures, donc ils te mettaient bien. Ils t'amenaient à l'école, ils te faisaient à manger, ils t'amènent à l'école, ils te font à manger, ils te repassaient tes affaires. T'avais la cantine à midi. En fait, c'était juste une vie de pacha, donc forcément, un peu, des fois, tu te dis que si t'arrives à reproduire... Toi, ton temps, c'était de te réveiller et d'aller te coucher, quoi. Ouais, de ouf. Putain, moi, je m'étonnais tout le temps, quand j'étais petit, que genre, ma soeur, mes parents, ils galéraient à se lever le matin. Mais maintenant, tu sais, le matin, quand on me réveille ici, on a 6h15, là. À chaque fois, j'allais, je me mets sur mon téléphone, je pourrais dormir une demi-heure de plus, une demi-heure. Et tu sais, il y a encore 4 ans, impossible, ça sonnait, bam, j'étais à la douche. Mais en fait, ça, c'est parce que... Parce qu'en fait, on faisait rien. Mais non, mais je pense qu'il y avait un côté, genre... Quand tu te levais le matin, c'était oh, aujourd'hui c'est cool, je vais faire ce que je veux. Maintenant, quand tu te lèves le matin, c'est pas cool parce que je vais pas faire ce que je veux en fait. Je vais aller travailler pour quelqu'un d'autre, je vais me faire chier dans ma journée pour quelqu'un d'autre. Je vais devoir manger de telle heure à telle heure parce que c'est ça mes heures de pause. Je vais devoir me coucher à telle heure parce que demain je commence le taf à cette heure-ci. Je vais devoir prévoir mes vacances pour dans 3 mois parce que je sais que en fait mes jours je dois les poser à tel moment par rapport. En fait, c'est des calculs tout le temps maintenant. Alors qu'avant, quand t'étais petit, t'avais rien à calculer. Tu calculais tout sur le moment dans ta journée. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. Jouer à Call of pendant 2h30. Je peux. Aller voir mes potes, aller faire du vélo pendant toute l'après-midi, je peux. En fait, tu passes du simple à la vie qui est vachement compliquée. Ouais, mais j'ai l'impression que la vie, on se la complique nous-mêmes. Après, c'est sûr qu'on se la complique beaucoup. Non, mais c'était pour amener le fait que quand t'es gosse, la vie, elle est simple. Au final, la complication, elle est nécessaire à un moment, parce que j'étais en train de me dire, mais ok, on imagine cette vie, elle dure toute la vie. Il faut quand même que tu te nourrisses, tu vois. Et en fait, la raison pour laquelle, justement, t'as une vie de pacha quand t'es enfant, c'est parce que t'es enfant. Et que c'est parce que tu peux pas faire les choses par toi-même que les gens, ils les font pour toi. Et parce qu'ils t'aiment aussi, tu vois. Mais du coup, forcément, en grandissant, faut s'assumer. Et ça devient tellement plus complet. Là, ça me sert à être une grande question, je viens souvent. Oh oui, c'est chiant en fait de comprendre qu'il faut tout calculer. Après, c'est nécessaire, c'est sortir de sa zone de confort de la première fois. Au-delà d'être nécessaire, c'est que le monde fonctionne comme ça. T'as pas le choix en fait. Il faut t'assumer. Et... Non, mais même avant que la société soit ce que la société est, c'est-à-dire que dans tous les cas, quand t'avais 18 ans, il fallait que t'ailles au champ, faire l'agriculture, le truc machin, sinon tu bouffais pas. Il fallait que tu sors de la caverne pour aller casser du mammouth. Exactement, tu vois, c'est tout le temps. Putain, je pense qu'on aurait été vachement faible à l'époque. Ah, moi je me serais fait grailler de suite. On n'aurait pas été des bons hommes de Cro-Magnon. Non, moi je pense que j'aurais aidé les femmes à la. Tu sais, genre j'aurais dépecé les bêtes et j'aurais fait des couvertures, des trucs comme ça. Parce que c'est les hommes qui allaient à la. Ah, quoique non, en fait, non, les hommes préhistoriques, tout le monde se barrait à la chasse. Hein. Je pense qu'il y avait pas les hommes et les meufs. Hein. C'était t'es vivant, ouais, t'as tes 2 bras, ouais, tes 2 jambes, ouais, allez, vas-y, on va chasser. Avec un gourdin. Ouais, c'est ça. Ça met son gourdin. Mais je pourrais dire un truc, c'est que si Romain et moi on avait été à la préhistoire, c'est sûr que Romain, en voyant un mammouth, il aurait foncé dedans. Genre, c'est un grand mur pour moi, tu vois. Genre, ah ouais, il est immense, je suis sûr que je peux le niquer. Ouais, non, je pense pas. J'ai conscience de mes capacités de physique à ce moment-là. Bon, enfin bref, on est sur une fin d'épisode. Ouais, il a tapé des mains et tout. Hein. Il s'applaudit tout seul. Ah, mais là, j'ai les yeux qui se ferment, j'ai envie de dormir. Il a eu une grosse semaine, un gros week-end. Ouais, voilà. Les restes de Bruxelles. Bon, ben voilà, on est sur une fin d'épisode. Ouais. N'hésitez pas, encore une fois, à nous faire un petit retour sur votre vision du bonheur. En fait, parce que depuis tout à l'heure, on appelle ça être heureux, mais c'est peut-être le bonheur comment on devrait l'appeler l'épisode. Donc peut-être qu'il y aura un petit
Switch. On espère qu'on a eu l'air heureux pendant l'épisode, mais on espère aussi qu'on s'est pas trop perdu, parce que nous on s'est trouvé un peu évasif, mais dans tous les cas, il y aura sans doute une suite ou quelque chose de beaucoup plus construit, ou même peut-être un dialogue avec vous par rapport à ça, parce que souvent c'est en parlant que les idées émergent. Ouais, que les idées émergent. Puis tout à l'heure on en a parlé une première fois, donc on avait des idées qu'on n'a pas forcément très bien ressorties par la suite, et à l'inverse des idées qu'on avait moins bien eues, ou qu'on a plus développées. Enfin voilà, c'est une discussion quoi. Du coup on s'excuse entre guillemets partiellement si le rythme a été un peu moins bien que d'habitude, parce qu'on le ressent moi aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que par exemple il y a des épisodes on sort, on se dit bon là ça va être pas mal, et il y a des épisodes on se dit bon on va voir ce que ça donne. Et là ça va être un épisode, on va voir ce que ça donne. On espère que ça vous plaira dans tous les cas. Bah, en tout cas n'hésitez pas à nous faire un retour vis-à-vis de cet épisode là. Merci de nous avoir écoutés. C'était Sam et Romain. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Salut les gars.